Merci d'être présent pour écouter cette petite présentation dont l'objet est de vous dévoiler un petit peu la version 2025 d'une boîte à outils que développe Simbéton, donc un organe de promotion ciment-béton qui parle en général et pas en particulier de certains produits, mais des solutions vraiment qui s'offrent à la construction. On avait développé une version 2022 préparatoire à la RE 2020 et évidemment pour 2025 il a été nécessaire d'actualiser un certain nombre de choses. Et cette boîte à outils donc, est opérationnelle et va pouvoir être plus diffusée à partir de la fin de ce mois. Donc vous en avez un exemple un peu en avant-première. Et pour ça, je voulais simplement repartir d'une idée très très courante, très partagée, très souvent entendue, qui est l'empreinte carbone du ciment ou du béton dans le monde, à hauteur de 7%. Donc là, vous avez des chiffres. Alors c'est écrit en petit les sources, mais je pense que vous aurez les supports. En tout cas, ils seront à la disposition si vous en avez besoin. Ça, c'est l'empreinte monde en 2023, les 57 milliards là, de tonnes équivalent CO2 dans le monde, pour toute l'activité du monde, de la planète, tous ensemble autant qu'on est. Et effectivement, la part ciment-béton est de l'ordre de 7%, approximativement sur cette même année. Et d'où ça vient, le ciment? Eh ben, ça vient pour plus de la moitié de la Chine, où on le produit et consomme. Et pour ce qui est de l'Union européenne, c'est le petit truc en bas où il doit y avoir 4,3%, parce que je suis un peu loin, mais je crois que c'est la bonne valeur. Donc on a notre part, mais pas que, comme vous le constatez. Et maintenant, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la part du ciment-béton en France? Eh ben non, c'est pas les 7% qu'on vous assène tout le temps à longueur de revues, de journaux, de presse, de toutes ces formes. En France, on est à moins de 2% de l'empreinte CO2 France. Pour ça, il y a plein de raisons. D'abord parce que les process de fabrication ne sont pas du tout les mêmes, parce que les énergies ne sont pas du tout les mêmes, parce que les transports ne sont pas du tout les mêmes, parce que les modes de gestion de la ressource en général, minérale, eau, ne sont pas les mêmes, et parce que la maturité simplement de l'empreinte carbone telle qu'elle est calculée n'est pas du tout la même. Donc voilà, repositionner simplement la conséquence, ça ne veut pas dire qu'on est moins responsable dans cet univers-là, ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, mais peut-être un petit peu moins intense que ceux que l'on a tendance à nous asséner. Donc pour être bien tous d'accord, le béton, c'est un mélange de granulats, de sable, de ciment, qui fait un liant hydraulique, donc il faut de l'eau, un peu, et puis éventuellement de quelques adjuvants pour faire des mètres cubes de béton. Il y a toujours un peu d'air dedans aussi. Donc ça, c'était juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes et comment ça marche. Et l'empreinte carbone du béton, en moyenne, sur l'exercice 2024, avec les valeurs nationales, quel que soit le ciment utilisé, quel que soit le type de granulat, quelle que soit la partie du territoire métropolitain, on est sur 1 mètre cube de béton armé de l'ordre de 2380 kg. Ça pèse 250 kg de CO2 équivalent par mètre cube de béton. Dans ce mètre cube, vous avez des composants, et le ciment ne pèse ici que, en moyenne France 1, que un petit peu moins de la moitié, on va dire la moitié pour faire simple, de ce mètre cube de béton. Les autres composants, on a une bonne part pour les armatures, pour notre béton armé. On a une bonne part pour voilà, un certain nombre de choses qui sont la mise en œuvre, la fabrication, les pertes, les transports intermédiaires, etc. D'où vient le produit? Eh bien, vous avez deux types de sites qui vont nous être utiles. Les sites de l'industrie cimentière, en bas à gauche, il y en a 25 aujourd'hui en activité en France. Et puis ce ciment va donc se déplacer vers des sites qui produisent des préfabrications, qui produisent des ciments prêts à l'emploi sur des centrales. Et tout ça correspond à un maillage très intense de notre territoire avec plus de 4300 points de contact, si je puis dire, pour réaliser des ouvrages de construction. Donc, simplement essayer d'expliquer que le produit ciment et béton, cette filière-là, est un produit de proximité par nécessité. Il est pondéreux. Quand on est sur du béton prêt à l'emploi, la toupie a un temps de validité qui est autour d'1 heure, 1h30 à peu près. Donc le temps de déplacer la toupie, c'est forcément pas loin. Aujourd'hui, la distance de fourniture du béton, c'est 18 km en moyenne sur le béton prêt à l'emploi. C'est ce que vous avez dans les FDES.
Ça veut dire que vous avez même des densités beaucoup inférieures en région parisienne, en région lyonnaise, en région nantaise, en région marseillaise, autour de toutes les 15 métropoles plus importantes françaises. Ça marche à Lille, ça marche voilà, un peu partout. Vous pouvez descendre assez facilement à 5-6 km pour trouver une centrale. Donc, et ça a aussi un impact sur le CO2. Quand vous faites l'analyse de votre projet, de votre bâtiment, vous pouvez aussi gagner à ce niveau-là. C'est donc un produit voilà, de proximité avec tout ce que ça engendre d'emploi local et de gestion de circuits courts. Bonjour. Dans ce béton, on a notre ciment. Et aujourd'hui, le ciment, c'est juste là pour vous montrer ce qui se passe et comment on va essayer d'améliorer cette image. Le principe de production du ciment, il tient à peu près en 12 étapes qui sont sur le petit schéma. On va commencer par extraire à gauche des minéraux qu'on va concasser, qu'on va pré-traiter, broyer finement pour obtenir une farine qu'on appelle le cru, par définition parce qu'elle n'est pas montée en température. Et vous le voyez dans le rectangle à peu près central, on va procéder à une mise en chauffe par un processus de préchauffage dans une tour et de montée en température très élevée dans un four. Puis, on va refroidir brutalement, obtenir du clinker. Et ce clinker va être lui-même stocké. Et là, il y a plusieurs voies possibles. On a le ciment d'autrefois, qui est 97% clinker, très émissif, qu'on ne veut plus voir, mais qui sert encore à qui a quelques belles fonctionnalités quand même, il a quelques qualités propres. Donc il ne faut pas arrêter forcément d'en faire. Et puis ce clinker, on va pouvoir le mélanger avec un autre minéral avec des propriétés spécifiques qui va lui conférer des qualités. Ça peut être, on va le voir après, un certain nombre de procédés. Les leviers de décarbonation, ils vont être associés à ce processus industriel. Aujourd'hui, sur le ciment, vous avez 91% de l'impact qui provient de ce rectangle central et avec deux composantes. La montée en température ou la calcination, la conso d'énergie en gros, est dans le four, c'est à peu près seulement un tiers de ce 91. Et puis les deux autres tiers, c'est vraiment le processus de transformation physico-chimique de notre minéral concassé qui va se transformer et libérer du CO2. C'est du carbone fatal, on peut l'appeler comme ça. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher à capter ce carbone. Ça, c'est la voie de stockage, de capture puis de stockage ou de réutilisation, qui est tout à fait à droite de l'équation en bas. Mais pour abaisser nos émissions de gaz à effet de serre, on va d'abord compter sur simplement un peu de sobriété, on va en reparler. On va parier sur un peu moins de clinker dans notre ciment, ça je viens de l'évoquer juste avant. On va aussi donc travailler beaucoup sur cet espace-là dans le rectangle, avec une amélioration des processus énergétiques. On va gérer la température du four, on va récupérer la chaleur fatale, on va améliorer simplement le rendement, tout en restant à des températures qui sont de l'ordre de 1450 degrés dans le four pour la poudre qu'il faut transformer. Et puis, la dernière partie, ça va être de substituer les combustibles. Aujourd'hui, on a un processus d'engagé sur pas mal de ces 25 cimenteries où on va remplacer les énergies fossiles par des énergies dites de substitution qui sont, pour faire relativement rapidement, la plupart des déchets industriels ultimes d'autres productions. Des pneus, des huiles usagées, de l'ameublement dont on ne sait pas plus quoi faire, etc., etc. Des farines animales, voilà, ça provient de plein de secteurs. Et évidemment, ça s'adapte à chaque terroir, à chaque territoire, avec ses spécialités. Il n'est pas rare que la cimenterie proche de Clermont-Ferrand brûle des pneus, par exemple. Voilà, il y a forcément un lien de cause à effet, c'est plus facile que celle qui est en Bretagne. Donc, on a 4 leviers, l'énergie, la ressource, le produit préfini, le ciment, sous ses différentes formes, et puis le CO2 à capturer. Avec ces 4 leviers, on a des engagements qui sont pris au niveau de l'État, avec un horizon 2030 qui correspond à chacun de ces 4 leviers. Les 3 premiers, l'efficacité énergétique, les combustibles fossiles et la modification du teneur en clinker, représentent 27% de réduction en 2030 par rapport à 2015. Je réponds tout de suite à une question que vous ne m'avez pas encore posée. La référence, c'est la stratégie nationale bas carbone 2015. Donc voilà l'objectif. Le CO2 va apporter un complément de 23% et donc on vise moins 50
en 2030. Vous allez me dire où vous en êtes, bah, plutôt en avance, en fait. Un petit peu en avance. Pas de quoi fêter non plus, on ne va pas lancer des pétards, mais on est un petit peu en avance. Et puis à l'horizon 2050, ben, on a la projection, la propagation de ce phénomène qui va s'intensifier, on le souhaite, et qui a pour objectif de nous amener à moins 90%. Là, vous avez en image une tour de précalcination. C'est un petit ouvrage un peu industriel, un peu technique. Celle-ci fait 80 mètres de haut quand même. Ça permet de faire préchauffer la petite farine dont je vous parlais. Et quand elle rentre dans le four, elle est à 700 degrés au lieu d'être à la température ambiante. Donc pour la porter à 1450 degrés, ben on a fait la moitié du chemin. C'est pas mal quand même. Voilà le tableau de marche. Voilà où on en est aujourd'hui. Depuis 1990, il y a eu pas mal de progrès. Ça s'est un peu tassé autour des années 2020. Ça a repris pas mal depuis la sortie du Covid, en gros. Et on a la trajectoire qui doit nous amener sur le site final proche du zéro en 2050. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose d'engagé. Pour faire plein de ciments différents, ben, on a notre clinker au centre, qui va nous donner notre SEM1. Et toutes les associations avec ce qu'il y a autour, on a des argiles calcinées, on a des cendres volantes, on a de la pouzzolane, on a plein de produits différents. Les associations peuvent être binaires, le clinker plus un autre, ou éventuellement même ternaires, avec le clinker plus deux de ceux qui sont en général déjà à l'écran. À chaque fois, le taux de clinker va réduire dans votre ciment, ce qui va conférer évidemment un impact carbone moins important et va vous permettre d'avoir un béton armé moins émissif et de bien plus facilement rentrer dans les clous de la RE 2020, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça le processus, c'est ça ce qu'on peut apporter. Aujourd'hui, c'est déjà assez largement engagé. Tous ces ciments dont je viens de vous parler sont des ciments qui sont normés. Il y a en plus quelques innovations un peu pointues qui peuvent exister, mais tout cela sont des ciments normés. Le seul qui n'est pas encore normé, c'est le biochar qui est en bas, qui est la reprise d'un processus, d'un produit végétal qu'on va pyrolyser, en l'occurrence, et qu'on va insérer dans le mélange qui va vous être proposé pour faire des bétons. L'avantage de ce produit, c'est que comme c'est un produit biosourcé, il va emprisonner du carbone biogénique pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est plutôt une valeur ajoutée d'avoir du carbone biogénique quand vous avez un produit de construction avec la méthode qui s'applique dans la réglementation environnementale. Tous ces petits ciments différents correspondent donc à des appellations normatives qui sont cadrées. À gauche, notre SEM1, celui qui nous sert de référence depuis toujours et dans les esprits de tout le monde, qui est le ciment historique, qui est aujourd'hui donc à un petit peu moins de 700 kg équivalent CO2 par tonne. Ces valeurs-là sont des valeurs 2024 parues en 2025. Forcément, il y a toujours un petit temps consolidation, collecte, calcul, vérification par tierce partie. Je tiens à le dire, on ne les invente pas tout seul. Donc ça, c'est les valeurs 2024. Pour la dernière fois qu'on a fait paraître avant, le SEM1, il était à 732. Donc il y a déjà un progrès, même sur ce ciment fortement émissif, on peut le dire comme ça. Puis vous avez toute la déclinaison. Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, il y a des produits individuels qui sont portés par une seule marque. Les autres sont au moins portés par 2 ou 3 ou 4 cimentiers. Il y en a deux qui sont en cours de validation, parce que les vérificateurs INIES, pour ceux qui connaissent un petit peu la production de FDES, c'est un peu compliqué des fois. Il y a un peu embouteillage. Et puis vous avez, avec tous ces ciments-là, des volumes consommés sur le territoire en 2024. Et donc ça nous donne ce qu'il y a à droite, le ciment moyen français. Fort pondéré de ces volumes différents et variés que nous avons là, qui est à 559. Et la dernière fois que j'ai fait une conférence à Energy Meeting à Nantes, cette valeur-là était à 617. Donc c'était il y a 2 ans. Enfin, l'année dernière c'était Lyon, donc 2 ans. Donc il y a un progrès très net qui est accompli déjà, qui porte ses fruits déjà et qui va se renforcer encore. Il est évident que si on arrive à déplacer les volumes consommés vers la droite, on va forcément améliorer la colonne moyenne qui est tout à fait à droite, elle aussi. Voilà. On a donc progressé d'environ 9% depuis 2023.
Ça se traduit par des engagements sur le territoire. On va faire un petit peu d'environnement, mais de RSE aussi. Ça se transforme en emploi, ça se transforme en souveraineté industrielle, et c'est l'avantage du ciment, comme je vous l'indiquais, c'est forcément un produit de proximité. Aujourd'hui, chacune des grandes compagnies a au moins un projet engagé de métamorphose d'un site industriel avec des gains à la clé. Le projet Cassis d'Echium, par exemple, c'est du capture de CO2 et du stockage. Le renouveau du site d'Hervaux, qui est entre Poitiers et Niort, là à peu près, pas très loin, va abaisser de 27% l'empreinte de fonctionnement du site. Voilà. Et puis Lafarge à Saint-Pierre-la-Cour, donc en Mayenne, pas très loin non plus. Hein. Lui va baisser de 50% avec ses argiles activées. Chez Vicat, ils développent la même technologie, ils n'ont pas encore estimé leur valeur, donc je ne peux pas vous la communiquer. Mais elle va être aussi assez intéressante. Xoyer, c'est à l'est de la France. Et enfin, Imerys à Dunkerque, qui lui aussi travaille. Donc ils ont tous au moins un grand projet déjà d'engager, et parfois plusieurs. Là, c'est casse-pied, mais vous l'aurez, donc je vais pas. On va dire juste les titres. On est d'accord pour dire, notre filière, que l'empreinte carbone du béton, pour s'améliorer, le meilleur, c'est celui qu'on n'aimait pas. Donc c'est celui qu'on ne construit pas. Donc il faudrait essayer d'envisager sérieusement, et on est d'accord, pour en mettre moins. Privilégier le poteau-poutre avec du voile refend. Réduire des parois quand on a besoin structurellement de mettre 18, pourquoi on met un voile de 20 ? Ça ne sert à rien, etc., etc. Et puis il y a des innovations, bien sûr. On peut, de l'autre côté, c'est ce qu'on fait, optimiser les procédés, les techniques jusqu'à la mise en œuvre, les accompagner, travailler avec les professionnels. C'est aussi ce qu'on fait avec les professionnels des différents syndicats de la Fédé du bâtiment pour travailler sur l'acceptabilité et la mise en pratique et la vérification que où rien ne change, et si quelque chose change, quoi, comment s'adapte-t-on ? Est-ce que c'est des délais ? Est-ce qu'il faut des adjuventations ? Est-ce qu'il faut d'autres outils ? Est-ce qu'il faut travailler autrement ? Et ça jusqu'au revêtement de sol collé sur support, par exemple. Typiquement, on est en train de travailler avec les professionnels du secteur pour ça, quand il faut que le carreleur accepte le support bas carbone de la dalle béton et qui ne sait pas ce que c'est un support bas carbone et qui ne sait pas si ça va coller et qui ne sait pas si ça va se fissurer. Ces questions sont tout à fait légitimes. Eh ben, on est en train de travailler à la mise en place des réponses avec eux. Et puis on adapte les formulations et la logistique. Ça, évidemment, essayer de travailler sur tout un tas de sujets, dont la granulométrie. Enfin, il y a même au niveau procédure, la formulation. Votre bétonnier, pour vos projets de construction, c'est un de vos meilleurs partenaires pour trouver la bonne façon de décarboner au niveau du chantier. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu ce qui se passe en amont. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec tous les professionnels de la construction sur l'acte de construire, sur le projet et sur son bon accomplissement. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ça, quelques empreintes carbone d'illustration, je vais dire, actualisées. C'est que des extraits de la boîte à outils, elle est beaucoup plus dense, il y a plein d'illustrations. Donc j'ai juste voulu vous en mettre quelques-unes pour, j'espère, susciter en vous un certain intérêt de découvrir et d'en savoir plus. Vous avez quelques solutions typiques, des poteaux, des dalles, des chapes, des voiles en bloc, etc., etc. Et puis en complément de notre fausse pièce, là, on a pris les valeurs disponibles. C'est que de la basignesse ou des choses aujourd'hui établies. Voilà, ça permet juste de positionner à peu près des ratios entre des composants par mètre carré. Et il me semblait que c'était assez intéressant que vous ayez tout ça. Alors tout ça, ça se traduit dans des vrais projets. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal, en particulier dans les domaines qui sont couverts. Alors là, j'ai fait un loupé. Normalement, ça n'aurait pas dû être l'EHPAD. C'est moi qui ai raté le truc, mais c'était une autre résidence que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. En particulier pour les opérations RE 2020. Donc aujourd'hui, celles qui concernent du logement individuel, du logement collectif, de l'enseignement primaire et secondaire et des bureaux, champs couverts par l'actuel RE 2020. Voilà, quelques-uns. Alors, vous avez des fiches projets comme ça qu'on peut vous partager, qui sont disponibles et qui donnent à chaque fois quelques chiffres clés, des références d'acteurs si vous avez envie d'échanger avec ceux qui ont déjà fait, et puis qui mettent en exergue une particularité d'amélioration de l'impact du projet. En règle générale, c'est souvent autour du carbone que ça se passe. Mais on couvre aussi d'autres destinations. Vous remarquez qu'il y a toujours la même EHPAD, donc j'ai bien raté ma diapo d'avant, désolé.
Donc on traite aussi la santé, on traite aussi d'autres bâtiments. Nous, on travaille avec du dallage industriel, par exemple, pour des lieux de stockage ou pour des plateformes logistiques. Parce que ça aussi, on a entraîné les acteurs en leur disant vous n'êtes pas concernés, mais demain, vous serez concernés. Certains d'entre vous savent peut-être qu'il y a effectivement un projet d'extension de la RE 2020 aux autres tertiaires. Il y a des guillemets, hein, j'ai rien inventé. Qui va couvrir 13 nouvelles destinations de bâtiments à partir de 2026. En gros, si vous ne faites pas une piscine ou une patinoire, vous n'avez à peu près aucune chance d'échapper à la RE 2020. Je la fais courte. Il y a peut-être quelques exceptions, mais vraiment, vous aurez de la chance. Si votre bâtiment est chauffé à plus de 12 degrés, voilà, ça va couvrir tout ça. Alors, effectivement, le stockage ouvert non chauffé, lui, il va être tranquille, mais il y a quand même des bâtiments qui vont nécessiter de nouvelles approches. Et sur un bâtiment collectif aujourd'hui, de type logement ou de bureau, on sait que, dans l'expérience qu'on a tous peu mesurée, hein, c'est pas que la nôtre, hein, Bouygues, Vinci, il faut que j'en cite 3 pour ne pas avoir faire de pub, Eiffage. Enfin, tous les autres, pareil pour les grands promoteurs, etc. Ils savent tous qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 30% gros œuvre, 30% second œuvre, 30% équipement dans l'impact carbone de votre bâtiment collectif multi-étagé. Puis les 10 derniers pourcents, ça dépend où vous êtes, ça dépend si vous l'avez fait un peu tordu, si vous avez mis l'option plus de confort d'été, de clim. Voilà. C'est le flotteur qui se redistribue sur les 3 autres. Mais globalement, c'est ça. 2025, on arrive à peu près à tenir la même course, à condition de commencer à mieux collaborer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et ça, c'est chouette, je trouve. Parce que moi, je suis un ancien maître d'œuvre, donc j'aime bien l'idée que la maîtrise d'œuvre retrouve une place collaborative plus importante, plus significative. Ça, c'est chouette. Et après, il va falloir changer tout ça. Quand vous êtes sur un bâtiment logistique, vous avez une dalle, une charpente, un peu d'équipement, une enveloppe, et puis vous n'avez plus grand-chose. Donc le poids de du dallage va peser un petit peu sur le bilan de l'ouvrage. Aujourd'hui, on y travaille déjà et on essaie de trouver des solutions, et il y en a des solutions. On fait même des centres aquatiques. Donc des bâtiments sport, santé, qui vont être aussi l'objet de cette nouvelle extension réglementaire. Avec des jolis projets d'ailleurs. On peut faire de l'architecture de qualité, toujours esthétique, bien évidemment. C'est aussi une préoccupation sur un certain nombre de bâtiments. Pour ça, on vous fournit plein d'outils qui sont ouverts, gratuits, disponibles et reconnus. À gauche, tous les configurateurs de FDES. Alors Betty pour le béton pour l'emploi, IB Environnement pour la préfa, qui sont connectés au logiciel RE 2020, qui sont mis à jour du mieux possible avec la contrainte de nos vérificateurs actuels. Et puis à droite, vous avez un petit outil qui s'appelle Jego, qui est en ligne, qui est gratuit, vous avez le lien en bas. En gros, ça vous permet juste, quand vous êtes au début, de savoir s'il y a une FDES qui existe. Si je fais une bordure, un appui de fenêtre, préfa, ça existe la FDES? Alors quand vous êtes au début du projet, vous n'avez pas le temps d'aller courir, faire vos ACV, etc. Là, l'objectif, c'est pas de vous le faire, c'est juste de vous dire oui, ça existe, vas-y, continue. Ta case FDES, impact environnemental, elle ne sera pas vide en face. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait le métrer, on pourra associer quelque chose, et puis on peut les stocker. C'est juste un gain de temps, un petit repère, voilà, qui vous est proposé. Le numéro de stand chez nous, c'est 27 pour la journée. Vous pouvez venir quand vous voulez, on répondra au max à vos questions. Si vous en avez, il nous reste, je crois, 5 minutes pour un petit échange, j'espère. Bonjour. On sait que pas très loin d'ici, aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut appeler ça du béton encore? Je ne sais pas, mais des bétons sans clinker. Sans ciment à base de clinker, est-ce que vous pouvez réagir sur ces entreprises pas très loin qui le développent et qui font peut-être pas partie des acteurs que vous avez cités? J'aime bien votre question. Merci. Oui, effectivement, oui, on le sait, il y a Hoffman Green Cement, pour ne pas les nommer, qui sont une belle start-up vendéenne, grande taille, qui propose une innovation intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, oui, ils sont pas membres de France Ciment parce que les membres de France Ciment sont des producteurs sur le territoire de clinker. C'est ce qui les caractérise. Donc à partir du moment où Hoffman produit du zéro clinker, forcément ils ne sont pas chez nous.
Alors, moi, je vais vous dire d'abord 0% clinker, ça ne veut pas dire 0% carbone, entendons-nous bien. Hein. J'aurais pu les positionner sur mon petit schéma d'ailleurs, ce n'est pas les plus à droite. Et puis le clinker, alors j'ai raccourci un peu dans ma présentation, mais pour faire simple, c'est la colle à cailloux pour faire du béton. Quand vous enlevez le clinker et que ça colle quand même, ça marche comment? Voilà. Mon but n'est pas de rechercher l'information, c'est pas forcément bio et de l'amidon de pommes de terre. Voilà. Donc c'est bien, ils ont une bonne solution en termes de carbone, ils ont un bon positionnement, très bien. C'est pas forcément tout. Voilà, l'environnement, quand on fait une analyse de cycle de vie, certains d'entre vous le savent certainement, c'est aujourd'hui 38 indicateurs. Vous imaginez un spectacle vivant de votre choix, un match de rugby, un concert avec toute l'équipe sur scène, là, un ballet d'art contemporain, une pièce de théâtre, ce que vous voulez. Vous y êtes tous, vous avez chacun la vôtre. Vous allez au concert, à la salle de spectacle, vous y êtes là. Et puis au début de la représentation, je mets tout dans le noir, je mets un projo poursuite sur un seul. Le demi de mêlée au rugby, le bassiste du groupe, n'importe lequel, mais qu'un seul. Et vous allez vous taper 2 heures de spectacle, vous verrez qu'un seul. Vous aurez payé cher, c'est frustrant, non? Et bien c'est ce qu'on fait avec le carbone. On fait une ACV avec 38 indicateurs et on ne vous parle que de carbone. Pourquoi on ne vous parle pas du déchet qui va avec, qui est calculé? Pourquoi on ne vous parle pas de la gestion de l'eau potable qui est calculée dans l'ACV? Pourquoi on ne vous parle pas de toutes les utilisations d'énergie, renouvelables ou pas, qui sont également calculées? Donc quand je gagne d'un côté, en général, je ne gagne pas partout. Voilà. Donc super, très bien. On a tous besoin d'innovation, on a tous besoin de chercher des solutions. Why not, Hoffman? Ouais. À intégrer ça. Si tout le monde a entendu la question. Alors, c'est aujourd'hui une question qui reste encore à explorer. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est le capturer, le condenser sous une forme liquide en général, mais pas que. Et le stocker, c'est facile parce qu'on a plein de fosses géologiques. Le BRGM travaille vachement là-dessus sur le territoire national. Aujourd'hui, vous savez peut-être ou pas que notre gaz naturel, celui qu'on consomme pour nos énergies classiques, qu'on a peut-être encore pour partie d'entre nous, vous avez des réserves dites stratégiques qui sont colossales dans des fosses géologiques en France. Il y a 15 à 16 sites qui stockent des quantités de gaz naturel énormes. Donc il y a d'autres trous qu'on peut remplir, jusqu'à un certain point, je vous l'accorde. L'autre solution, c'est d'envoyer ça dans les fosses sous-marines, dans lesquelles on a déjà prélevé parfois le pétrole ou le gaz sous-marin, en partie aussi, en mer du Nord en particulier. L'un des intérêts, c'est que le bateau, ils sont en train de travailler sur la solution, le bateau fait l'aller avec le pétrole ou le gaz, il vide ça à Dunkerque, ou what else, et puis en échange, on lui re-remplit avec autre chose qui va réinsérer quand la poche sera vide, évidemment. Alors, il peut être réutilisé dans des... Alors, pour l'instant, rien n'est mûr, en fait. Il y a plein de solutions. Il y a des solutions de biocarburant ou énergie. Il y a des solutions de réinsertion en traitement industriel pour des tas de procédés dans l'agroalimentaire, dans des développements techniques, électroniques, informatiques. Vous avez besoin de CO2 dans plein de trucs, en fait. Le problème, c'est, la fiabilité de la capture, du traitement, avec plus ou moins d'appurements qui sont nécessaires pour les différents débouchés, de la fiabilité en aval, de l'acceptabilité en aval de ce nouveau produit ou de cette ressource, de la continuité du flux, il faut le garantir aussi. Voilà. Et donc, donc les tests, des innovations, des startups, il y en a plein, qui travaillent sur plein de sujets. On est en contact avec plein de gens, enfin nos adhérents, pas loin, sont en contact avec plein de gens. La question, c'est quelle est l'option à échelle industrielle qu'on va pouvoir prendre? Parce que là, les engagements sont tels en termes d'impact économique et de bouleversement qu'il vaut mieux pas se tromper.
la décarbonation de la filière cimentière est évaluée entre 5 à 6 milliards d'euros. Donc si on se trompe, ça va pas être facile. Voilà, donc voilà, vous avez raison, il y a vraiment des questions. On n'a pas toutes les réponses, mais on travaille.